Wesh wesh yo, ça va ou quoi les gens? Alors attendez que je règle un peu je règle un peu mes dB là. Je pense que ça a craché un peu la musique, non? J'ai envoyé à fond. Comment ça va les gens là? C'est bon là, on est en live. C'est parti. Alors attendez. Non, en plus je voulais lancer le live quasiment direct en arrivant, là, c'est ce que j'ai mis dans la notification, et bon j'ai quand même pris le temps de préparer un peu le live. Je pense que ça va être un live assez court, donc je vais commencer tranquillement. Laisser le temps aux gens d'arriver en rappelant que bah, déjà vous pouvez retrouver sur ma chaîne des vidéos. Alors il y a des vidéos qui existent sur ma chaîne YouTube. La toute dernière c'était un vlog en Islande, et sinon le reste c'est de la vulgarisation psycho. Sur Twitter, qu'est-ce que j'ai sur Twitter? Sur Twitter je poste tout et n'importe quoi. Sur Insta, et je poste une fois tous les 10 ans. Et sur TikTok, je sais même pas si j'ai déjà posté. Si, j'ai déjà posté des vidéos. J'ai déjà posté des vidéos, je le referai un jour. Il y a aussi une chaîne secondaire ici. Je la mets, une chaîne secondaire où je mets les replays. Et c'est ça dont je voulais parler. Je crois que c'est ça, voilà. J'ai une chaîne secondaire où je poste les replays qui disparaissent de Twitch. Ça fait longtemps, très longtemps. Ça fait plusieurs mois que j'ai rien posté. Parce que j'ai pas le temps de, vous savez, comme là vous venez d'entendre, hein, je mets un peu de musique en début de stream machin, ce qui fait que je peux pas mettre, faut que je monte un peu les streams, pas grand chose mais un peu euh, avant de les poster. Donc voilà, j'ai plein, je dois avoir une dizaine de replays en attente d'être postés. Donc j'ai à peu près tous les replays des lives que j'ai fait, parce que j'ai eu quand même une longue pause. Donc ça m'a permis de quand même avoir tout, de quand même suivre un peu les replays que j'avais pas encore en ma possession. Et c'est la fatigue aujourd'hui, hein, dis donc. C'est fin de semaine, hein. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que voilà, on fait la nuit du complot. Attendez, j'ai pas précisé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la nuit du complot, partie 3. C'est la troisième partie de la nuit du complot, donc on va pouvoir avoir abordé à peu près tout ce que je voulais aborder sur le sujet. Ça va être la dernière, hein, on va pas en faire 15 000. Et après, on va démarrer un nouveau cycle que j'ai hâte de démarrer sur les questions de santé mentale, de psychiatrie, etc. Ça va être très intéressant, je pense. Attendez, on se prend un petit chewing-gum là. Qu'est-ce que. Ok, elle est dans la litière. Ok. Donc c'est des bruits suspects là. Je me dis pourquoi elle fait du bazar comme ça, mais elle est juste dans sa litière. Bon. Tout ça pour dire que. Voilà, ce que je voulais dire c'est. Je suis en live en principe. Les vendredis à 21h. Là par exemple ce soir c'était 21h30. Parce que parfois quand j'ai d'autres trucs, voilà, ça peut être un peu plus tard, je peux m'autoriser jusqu'à 21h30. Parfois, et c'est arrivé les 2 ou 3 dernières semaines, j'ai même décalé, je pouvais pas le vendredi, donc ça a dû être décalé au mercredi, etc. Donc si ces lives vous intéressent, parce que j'ai vu qu'il y a des gens quand même que ça pouvait intéresser et tout, salut Galvanize. Euh, Si ces lives vous intéressent, mettez la cloche, comme on dit sur YouTube, voilà, mais activez les notifications de live comme ça, voilà, si jamais vous dites ah mince, il y avait un live sur ça, je l'ai raté et tout. Comme je sors pas encore les replays, alors les replays sont dispo sur Twitch, hein. D'ailleurs, je vais regarder si j'ai bien publié tous les replays là. Mais en principe, les replays sont dispo sur Twitch. Juste, il reste une semaine ou 2 semaines. Donc, et comme j'ai des mois de retard, en fait, je ne sais pas. Tiens, j'ai pas publié le dernier. Ah, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai un live de 14 minutes Je suis toujours en live? Ouais, je suis toujours en live. Ah, c'est trop bizarre. Parmi mes replays, j'en ai un qui n'est pas posté, qui est le live qu'on est en train de faire. C'est très étrange. En tout cas, du coup, ça va perturber. Ça va fortement perturber. Ouais, ce que je voulais dire, c'est voilà, activez la notification si jamais, voilà, si jamais ces lives vous intéressent et tout. Parce que, en principe, je suis là chaque vendredi à 21h, mais ça peut changer en fonction de mon emploi du temps. Voilà, et comme j'ai pas le temps pour l'instant de m'occuper des replays, si jamais c'est un truc qui vous intéresse, alors il y a le replay certes sur Twitch pendant je crois 2 semaines,
Mais voilà, si vous n'avez pas envie de rater, n'hésitez pas à activer la cloche. En tout cas, live de ce soir, on continue sur la question du complotisme. Il y a un truc que je regrette de ne pas avoir fait, parce que je comptais faire une vidéo sur la question du complotisme, et peut-être que je le ferai. Avec des bouquins sur la psychologie du complotisme d'un point de vue psychologie cognitive. Et donc je regrette de ne pas avoir trouvé des articles un peu sur le sujet. Mais en tout cas, ce soir, ce qu'on va faire, c'est... on va regarder une vidéo d'Arcani Corvo. Je vais mettre un SO quand même. Et je ne pense pas qu'Arcani Corvo ait une... Ah tiens, je sais même... Attends, je sais même pas c'est... Je sais même pas c'est quoi son compte. C'est tout attaché, c'est avec un... C'est avec un tiret, non? Attendez, je vais tenter un SO, mais un peu... Est-ce que ça marche comme ça? Voilà. SO Arcani Corvo. Est-ce que c'est un vrai compte? Ah, j'ai bien mis son bon compte, tiens. Voilà, on va suivre. On va suivre Arcani Corvo qui n'est pas actif sur Twitch, mais sur YouTube. Et donc, on va regarder une de ses vidéos YouTube, une de ses premières. Hein. Je pense que c'est assez vache de faire ça, de regarder. On a fait 3 lives, à chaque fois, on a regardé une vidéo parmi ses toutes premières, alors qu'il y en a des plus récentes quand même. Mais parce que c'était le sujet. Voilà, c'est question du complotisme, c'est un sujet qui a été vachement abordé. Et donc, on va regarder d'une demi-heure sur conspirationnisme et fascisme. Et j'avais un doute, je me suis dit, mais est-ce que je l'ai regardé dans un précédent live ou pas? Je pense pas, mais j'ai un doute. Mais je crois pas, j'ai regardé mon historique YouTube et tout, ça avait pas l'air. Donc juste une vidéo et un article sur le complotisme et Marine Le Pen. Donc voilà, c'est le programme de ce soir, ça va être assez court. Je sais pas si j'ai des choses à caler sur pour l'instant islandais. Attendez, il y a toujours toujours un petit quart d'heure islandais. Alors attendez, est-ce que je vais trouver retrouver ça? Il y avait un article que je trouvais qui pouvait être intéressant. Ouais, tiens, voilà. Il y avait un article, je sais pas de quoi... Enfin, si, je sais de quoi ça parle. Ça parle des élections. Donc, on va... Vas-y. On lira un article qui parle des élections qui vont avoir lieu là, en début juin. Il y a les élections présidentielles islandaises. Donc on aura un petit... Voilà. Et on terminera là-dessus. Voilà, il y a juste 3 trucs au programme. Et on va démarrer tout de suite avec la vidéo d'Arcani Corvo pour nous remettre dedans dans le... Voilà, le conspirationnisme, le fascisme, tout ça. Comment ça se passe? Vas-y, Galvanize. Merci pour le lurk. Let's go. Faut un cinéaste, ma gueule, pour kiffer cette merde. Voilà. Faut toujours que je gère mes transitions là. Faut que je transitionne au bon moment. Enfin bon. Donc commençons la vidéo et on va voir très rapidement, je pense, si on l'avait déjà regardé ici ou pas. Mais j'ai essayé de regarder un peu et je me disais ça me dit rien. Mais bon, comme j'ai une mémoire un peu aléatoire, ça ne veut rien dire. Alors, c'est un peu de son. On reste quand même ici. Alors. Donc, nouvel ordre mondial, conspirationnisme et fascisme. Beau programme. Déjà, il pleut et tout. Ça vous met dans l'ambiance. 9 septembre 1919, États-Unis. Déjà, la date me dit rien. La Première Guerre mondiale est terminée, mais les nations pensent encore leurs blessures. L'Europe est à moitié détruite. De nouveaux États sont apparus, d'autres ont disparu. L'avenir est incertain. Le président états-unien Woodrow Wilson est en plein discours à l'université Minnesota Armory de Minneapolis. Au détour d'une phrase, il prononce les mots suivants. It is a thick volume containing the charter of the new order of the world. On lui attribuera plus tard la paternité de l'expression New World Order, le nouvel ordre mondial.
Une confusion est également faite avec la devise latine Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre séculier, figurant sur le billet d'$1, qui est un extrait des vers des bucoliques du poète Virgile, et l'expression New World Society, utilisée par le sénateur Robert Kennedy lors d'un discours en Afrique du Sud en 1966. C'est en 1974 que l'expression Nouvel Ordre Mondial est utilisée pour la première fois afin de désigner une hypothèse du complot. Inspiré par le discours de l'industriel conservateur Robert Welch, le journaliste conservateur Gary Allen publie Rockefeller Campaigning for the New World Order, Rockefeller faire campagne pour le nouvel ordre mondial, terme qu'il utilisera jusqu'à son dernier ouvrage en 1987. Donc c'est intéressant de voir la généalogie des idées, etc., des termes, et ça c'est quelque chose qui développe beaucoup sur sa chaîne. Surtout sur les questions du le complotisme. terme est indissociable des hypothèses conspirationnistes. Des hypothèses qui se sentiront pousser des ailes après le discours de George Bush Sr. le 11 septembre 1990. L'URSS s'effrite, le millénaire touche à sa fin, et le président parle d'un nouvel ordre mondial à venir. Il n'en suffisait pas plus. Vous avez été pris dans les vidéos YouTube complotistes ou pas? Parce que ça c'était le classique. En fait c'est vraiment la technique, c'est on t'apprend une expression, nouvel ordre mondial, qui a l'air un peu comme ça, quoi, j'ai jamais entendu ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, machin, et on te l'associe tout de suite à des trucs de complot, etc. Et on te dit, mais si, regarde, c'est les mots qu'utilise le président Bush père. Et là tu dis, oh, putain, c'est un truc de ouf, attends, c'est que c'est vrai alors ce qu'il raconte, j'avais jamais vu que, voilà, moi on m'a pas appris à l'école que George Bush père, il a parlé de nouvel ordre mondial, etc. Et donc, toujours cette technique dans le complotisme, j'ai l'impression que je répète ça à chaque live, et ça doit être un peu le cas. C'est, voilà, on t'apprend un truc et on y accole tout de suite une signification. C'est ça qui est important. C'est qu'on dit nouvel ordre mondial, ça veut dire ça, et rien d'autre. Pour allumer la mèche. Ça veut dire le complot, ça veut dire les Illuminati. Lorsque l'évangéliste et homme d'affaires d'extrême droite, Pat Robertson, publie son célèbre The New World Order, dans lequel il mélange antisémitisme et venue proche de l'Antéchrist. Durant la même décennie, le Britannique David Icke, à l'origine de la version contemporaine du mythe des reptiliens, reprend lui aussi le concept de Putain, j'ai cru qu'il allait dire à l'origine du c'est pas sorcier britannique, j'allais dire what. Ok, les reptiliens. Ouais. L'ordre mondial à son compte. À l'instar des Illuminati, le concept de nouvel ordre mondial change de contenu ou de forme. Ce qui me fait marrer chez les complotistes, et là encore j'ai l'impression de faire toujours dire toujours la même chose, donc c'est bien que ce soit la dernière partie. Peut-être j'ai fait le tour de ma pensée sur le sujet, mais ce qui me fait marrer, c'est que les complotistes ne se disent jamais que les gens qui leur parlent du complot font partie du complot. Où est la limite? Qui le dénonce. À qui accordes-tu ta confiance? Le fond du projet reste cependant le même, celui de la domination mondiale. Parce que, et c'est là que je vais, pour le coup, répéter ce que je disais la dernière fois, les complotistes sont très sensibles au pouvoir. Qui a le pouvoir? Vous voyez, c'est George Bush père, c'est pas n'importe qui, c'est George Bush père. C'est cet obscur homme qu'on appelle Rockefeller, etc. Juifs, francs-maçons, groupes financiers, extraterrestres, couronne d'Angleterre, satanistes, les responsables du nouvel ordre mondial changent au gré des ouvrages, des pamphlets, des blogs qui cherchent à révéler l'ampleur de ce projet sinistre. Un tel fantasme de domination mondiale teinté de fin du monde et ou d'asservissement des peuples n'est pourtant pas nouveau. Les dénonciations concrètes des ancêtres du nouvel ordre... Moi, ma théorie du complot, voilà, on est entre nous, on peut discuter. Hein. Ma théorie du complot, c'est que c'est les chats qui dominent le monde. Donc c'est eux qui sont à l'œuvre, qui sont derrière le nouvel ordre mondial. Voilà, voilà, vous regardez bien l'histoire. Hein. De tout temps dans l'histoire des êtres humains, quand il y a eu des complots, les chats existaient dans les sociétés humaines. Voilà, je vous pose deux éléments maintenant. Voilà, croyez ce que vous voulez croire, mais soyez pas des moutons. L'ordre mondial ont envahi le champ politique dès le 19e siècle. John Nelson Darby, prêtre anglican, fut un des pionniers dans la dénonciation d'un sinistre projet de domination du monde qu'il nommait la fin des temps. Dès 1940, l'occultiste Alice Bailey prédisait la victoire des Alliés contre l'Axe, le retour des maîtres de l'ancienne sagesse et l'avènement de l'ère du Verseau, nouvelle étape de l'évolution humaine en astrologie.
Elle est une des pionnières du conspirationnisme New Age qui fera son apparition une trentaine d'années plus tard. C'est trop intéressant parce qu'en vrai, parlons-en, il y a Osiris Jack qui vient de sortir un projet, là, un EP, qui est un mec du 667, le collectif dont fait partie aussi Freeze Corleone, etc., qui est un mec dont le rap est furieusement antisémite, furieusement complotiste. Donc je dis c'est intéressant parce que ces questions de fin des temps, FDT, ces questions d'ère du verso, etc., il est complètement dedans, beaucoup plus qu'un Freeze Corleone. D'ailleurs ça surprend presque le moment où les médias sont tombés sur Freeze Corleone, ils n'ont pas capté l'existence d'Osiris Jack, parce que sinon il serait tombé sur des paroles vraiment avec un niveau d'antisémitisme bien supérieur. Et peut-être d'ailleurs tiens ouais, je travaille en ce moment sur des... Enfin je réfléchis en ce moment à faire des vidéos un peu comme ce que j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube. Je vous remets la chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a des portraits de rappeurs. Il y a un portrait de DC's et un portrait de Moïse the Dude. Pour les prendre comme l'incarnation d'un concept. Voilà, en gros, c'est ça. Et pour vulgariser toujours la psycho, machin, des choses comme ça. Et donc, je pense à des nouveaux trucs, des nouveaux angles et tout. Et peut-être la question du complotisme, mais pour aller dire d'accord, quand un Osiris Jack va parler de l'ère du Verseau, un Freeze Corleone va parler de la fin des temps, etc. En fait, d'où viennent ces idées qu'ils véhiculent? Il t'envoie plein d'idées comme ça, mais peut-être un debunk ou une déconstruction de l'univers complotiste de ces gens-là, là, de la galaxie 667. Ça peut être intéressant. Peut-être ce sera l'occasion de parler de la psychologie cognitive du complotisme. La John Birch Society, j'aime bien, je suis en train de construire mes vidéos en live. think tank d'extrême droite fondé en 1958, pointait du doigt les sombres volontés inavouées de gouvernance mondialisée d'organisations économiques telles que la Commission trilatérale ou le Council of Foreign Affairs. Le journaliste états-unien Jim Marrs affirme depuis plusieurs années que plusieurs dignitaires nazis cachés préparent en secret l'établissement d'un quatrième Reich. Les auteurs Stan Deyo et David Icke, ainsi que l'animateur radio Milton Cooper, relatent la domination mondiale de la planète par une race extraterrestre cachée. Ils ne sont cependant pas d'accord sur la race en question. Si ces différentes hypothèses se sont plus ou moins volatilisées dans le temps, c'est parce qu'elles restent l'œuvre de leurs créateurs. Le mythe des reptiliens relève plus d'un effet de mode inspiré d'anciens récits de science-fiction que d'une conspiration ancrée dans l'inconscient populaire. Le nouvel ordre mondial a, lui, bien été prononcé par un chef d'État, George Bush Senior, alors président des États-Unis, légitimement, malgré lui, ce qui était jusqu'ici une hypothèse conspirationniste. Bon, il faut y croire, faut pas y croire. Et il prononce ces mots au début des années 90, période charnière dans le développement du conspirationnisme contemporain. Là où le terme Illuminati est une invention, puisque le terme d'origine est Illuminé de Bavière, celui du nouvel ordre mondial a bel et bien été prononcé, et même constaté. Est-ce qu'il serait une réalité ? 1940. 34 ans avant Gary Allen, un auteur publie New World Order, Nouvel Ordre Mondial. C'est un essai politique dans lequel il exprime sa volonté d'établir un nouveau projet politique pour l'humanité. Son nom ? H.G. Wells, célèbre romancier de science-fiction. Nous devons réaliser qu'une fédération politique sans une collectivisation économique concomitante est vouée à l'échec. La tâche du pacifiste, qui désire vraiment un nouveau monde de paix, consiste en une révolution profonde, non seulement politique, mais aussi sociale, plus profonde encore que celle entreprise par les communistes en Russie. La révolution cosmopolite pour un collectivisme mondial, qui est la seule alternative au chaos et à la dégénérescence de l'humanité, doit aller bien plus loin que la révolution russe. Elle se doit d'être plus minutieuse et mieux conçue, et son accomplissement requiert un objectif bien plus héroïque et inébranlable. La notification, mais merci Jean. Le conspirationnisme retiendra moins le projet politique que la phrase suivante. Beaucoup détesteront le nouvel ordre mondial et mourront en protestant contre lui. Une phrase qui sonne comme une menace si on fait abstraction de la suite. Ce que nous ne ferons pas. Beaucoup détesteront le nouvel ordre mondial et mourront en protestant contre lui. Quand nous tentons d'évaluer sa promesse, nous devons garder à l'esprit la détresse d'une génération de mécontents. Wells défendait un programme pacifiste et non guerrier. Si ces mots ont pu sonner de façon hostile... Par contre, dans tous les trucs complotistes que j'ai pu regarder, j'avais pas vu de la citation de Wells. Peut-être que je suis pas allé assez profondément.
Peut-être qu'il faut que je replonge dans le complot, non? Il est aussi possible de les percevoir comme un avertissement, non pas aux mécontents, Bien le mais bonsoir, aux bien le acteurs bonsoir. et actrices Bienvenue. du changement. Wells reste encore aujourd'hui, pour le plus grand nombre, un auteur de science-fiction, et non un essayiste. Alors, j'avais lu la machine à explorer le temps, j'ai trouvé ça chiant de ouf. C'est le truc vraiment qu'on donne à la jeunesse et tout. Ouais, je trouvais ça trop bizarre. Franchement, j'ai pas accroché. J'avais du mal à me représenter les personnages et tout. J'ai pas trop kiffé. Politique. Ce qu'il faut garder à l'esprit dans la lecture que nous avons de son travail. Le nouvel ordre mondial de Wells est un essai. Ce n'est pas un programme de campagne politique, mais une proposition. Une utopie plus qu'un projet. La question de son impact sur les consciences est difficilement mesurable. Aujourd'hui, on ne trouve guère de commentaires de ce texte. Quelques ouvrages ou blogs conspirationnistes ici ou là. Seraient-ils les seuls à l'avoir compris, ou serions-nous indifférents à la vie politique d'un auteur de science-fiction? Parce qu'on refuse de voir la menace que Peut-être représente qu'il est pas cet très ouvrage, intéressant son avis. ou parce qu'il est trop ancré dans son époque. Son contexte étant différent du nôtre, peut-être nous apparaît-il comme obsolète, ou inapte à répondre à nos problématiques contemporaines. N'aurait-on finalement gardé du nouvel ordre mondial que son nom, comme un fantasme de dystopie? Dystopie. Société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné. Depuis le XXe siècle, la crainte d'une domination mondiale par un groupe, une organisation, une secte, une élite ou même une entreprise ont nourri une quantité gargantuesque de récits et d'œuvres en tout genre. Romans, bandes dessinées, films, séries ou jeux vidéo, chaque œuvre relate d'une dystopie différente. Une dystopie que l'on combat, une dystopie que l'on subit, une dystopie qui s'installe ou une dystopie que l'on détruit. Dénonciation déguisée d'une politique contemporaine, avatar de la notion du mal, antagoniste que l'on se plaît à détester et à combattre, ou véritable fascination pour le totalitarisme, autant de nouveaux ordres mondiaux possibles dont la pop culture regorge. Fahrenheit 451, le meilleur des Highlander de Neuromancer, iRobot, Nous autres, Idiocratie, Judge Dredd, Vincal, La Servante Écarlate, Metropolis, Svastika Night, Minority Report, La Machine s'arrête, Total Recall, Babylon Zero Theorem, C'est quoi le meilleur? Deus Ex, connaissez Marvel tout ça 2099, Beyond Good and Evil, 4, Remember Me, Final Futurama, 3%, Half-Life 2, Iron Mass Effect, Ouais, faut Dark commencer par Angel, quoi? C'est quoi le meilleur? Doctor Who, C'est Dark Angel, je pense. Firefly, Sliders. Peut-être. Non, c'est Sliders. Il a Derrière ces raison. nombreuses facettes de la domination, du totalitarisme Il a raison de terminer par Sliders, c'était ça le meilleur. de la dictature, on distingue les contours d'une ombre particulière. Toutes les dystopies ne se ressemblent pas, mais bon nombre d'entre elles semblent hantées par le même spectre. La dystopie, ou le projet d'instauration d'une dystopie, ont de curieux accents faisant écho à un concept politique. Les mots, les expressions, les ambitions, jusqu'aux intonations. Ouais. All remaining systems will bow to the First Order and will remember this as the last day of the Republic. Un concept politique bien plus présent dans la Je me demande culture c'est quoi le populaire concept qu'on ne politique. l'imagine. To the fear. I will use that as a weapon to control them and then the world. I will create an empire. Alors j'ai vu plus loin, désolé, je spoil la vidéo, j'ai vu parce que j'avais déjà regardé il y a quelques temps et là où j'en étais la dernière fois c'était vers la fin et le moment où on a Scar. C'est le discours de Scar face aux hyènes et ouais là je pense surtout à ça quoi, qu'on va avoir plus tard dans la vidéo. That will endure for millennia. Indestructible. L'empire millénaire. Naked forces resolved more issues throughout history than any other factor. For an army will be raised. The powerful will be ripped from their Bien le bonsoir, bien le decadent bonsoir. nests. Merci pour le follow, Alain Dao. Bienvenue à toi. Alors bon, vas-y. Petite pause, les gens. Parce qu'il y a un truc qu'on cite jamais. Qui est Southland Tales. Est-ce que vous connaissez Southland Tales, les gens? Voilà. Ça, on ne cite pas ce film de... Tiens, je vous mets une image quand même. Voilà. De Richard Kelly qui avait réalisé aussi Donnie Darko. Et Southland Tales, c'est un film, tu vois, pour démarrer, c'est un film où il y a... Comment il s'appelle Matt Dillon, je crois que c'était son nom, celui qui joue Stifler dans American Pie. Le personnage principal, il est joué par The Rock.
Dedans, il y a Sarah Michelle Gellar. Voilà, c'est... Attends, il y a bien Matt Dillon ou je confonds avec un autre. Dedans, il y a Justin Timberlake, bref, c'est n'importe quoi. Et c'est un film qui raconte un futur proche dans lequel il y a deux factions qui s'opposent, qui sont les néo-marxistes et les néo-fascistes, en gros. Donc voilà, on va juste se regarder le trailer de Southland Tales. Je sais pas si ça va ressortir du trailer, mais voilà, comme personne ne sait jamais ce film, ici on va être sérieux, quoi. Il y a du son, ouais, il y a du son. I'm going to tell you the story of the journey down the road not taken. This is the way the world ends. Bah merci pour ton message. Hein. Oh, on est de temps en temps sur Twitch. Normalement chaque semaine, le vendredi à 21h. Voilà. Là, on termine un cycle sur le complotisme. Et on va... Ouais, voilà. Ça, c'était Justin Timberlake. Ça, c'est The Rock. Merci pour ton abonnement, Deldao. Scientists are saying the future is going to be far more futuristic than they originally predicted. You're gonna have to wear a bulletproof vest. Let's talk about your phone. What's it really about? Yes. They're listening. They're watching. Take him down. Et surtout que ça part... L'idée, c'est la question de la fin du monde. Il y a tout ça en toile de fond dans ce film. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur ce film. It's like the nervous breakdown of the century. Nothing that a killer, a porn star, and a tattoo parlor can't handle. Il y a même Amy Poehler. Donc ouais, il y a Sarah Michelle Gellar qui joue une... Ouais, non, c'est bien dans ce film-là, du coup, qu'il y a Stifler. Et Sarah Michelle Gellar qui joue une porn star. C'est vraiment n'importe quoi, ce film, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Sean William Scott, pardon, j'ai confondu son blaze. Il y a Mandy Moore, Justin Timberlake, c'est n'importe quoi. Je suis trop content que ce film existe. It had to be this way. I know. There'd be a lot less violence in the world if everyone just got a little more cardio. Bon, je l'ai pas mis en VF le trailer et en plus ça montrait pas trop le côté néo-fasciste, néo-marxiste. Bon, peut-être je ferai un truc sur ce film. Ça pourrait être intéressant. When we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. We must all of us, on this train of life, remain in our allotted station. We must each of us occupy our preordained particular position. Le fascisme, sous de nombreux avatars et de formes différentes... Ah, c'était le fascisme, c'était ça qui était montré. Ah, d'accord. Antagoniste favori, grand méchant, incarnation du mal, il offre un cadre hostile et anxiogène parfaitement reconnaissable, quels que soient ses symboles. C'est qui votre facho préféré parmi les 4 qui sont à l'écran? Mais également une fascination. Moi, j'avoue, c'est Palpatine. On se plaît à plonger dans le fascisme, voire à l'incarner dans les mondes du jeu vidéo et du jeu de rôle. Mais de quel fascisme parle-t-on? Franquisme, rexisme, croix fléchée, phalange, légion, silver shirt, choisissez, hein. Action intégraliste, chemise noire, Rassemblement national populaire, Alliance nationale, flamme tricolore, squadrisme, pétainisme. Ouais. Il a connu de nombreux noms et bien plus de formes encore. Ce que nous appelons aujourd'hui fascisme regroupe une galaxie de termes et de courants divers à travers l'histoire et le spectre politique. De nos jours, le terme peut même servir d'injure destinée à un détracteur ou un adversaire que l'on souhaiterait diaboliser. Ou qui est véritablement fasciste. Qu'est-ce qui différencie le fascisme politique du fascisme de divertissement? Celui de la fiction, du faux, de l'imaginaire. Est-ce encore du fascisme s'il ne s'agit que de représentation?
Le terme fascisme s'adapte à tout, parce que même si l'on élimine d'un régime part fasciste Umberto un Eco. ou plusieurs aspects, il sera toujours possible de le reconnaître comme fasciste. Enlevez-lui l'impérialisme et vous aurez Franco et Salazar. Enlevez le colonialisme et vous aurez le fascisme balkanique. Ajoutez au fascisme italien un anticapitalisme radical qui ne fascina jamais Mussolini et vous aurez Ezra Pound. Ajoutez le culte de la mythologie celte et le mysticisme du Graal, totalement étranger au fascisme officiel, et vous aurez l'un des gourous fascistes les plus respectés, Julius Evola. Umberto Eco, reconnaître le fascisme. Si le fascisme, aussi fictif soit-il, est malléable, les différentes représentations que nous en avons dans la pop culture présentent pourtant des similitudes d'une œuvre à l'autre. Esthétique brutaliste ou militarisante, corps viril, tout en force et en sauvagerie, une imagerie du minimum, de l'austère, un squelette rigide d'imaginaire, s'ajoute un lyrisme du cri, de la vocifération, de l'ordre et de la menace, un nationalisme agressif qui soumet bien plus qu'il ne fédère, une hiérarchie des individus et une fascination pour la violence. Ouais, tout à fait. Pour la violence et la mort. Cette représentation est parfois consciente, délibérée, comme l'explique John Mollo, le costumier de la trilogie Star Wars, à propos des intentions de George Lucas. Il voulait que les soldats impériaux aient l'air efficaces, totalitaires, fascistes. Et les rebelles, les gentils, devaient ressembler à quelque chose sorti d'un western ou des Marines. Il m'a dit « Tu as une tâche vraiment difficile, parce que je ne veux pas qu'on remarque les costumes. Ils doivent avoir l'air familiers, mais pas trop familiers non plus. » Dans Star Wars, l'esthétique de l'Empire galactique puise principalement dans les régimes totalitaires de la Seconde Guerre mondiale, mais diluée dans d'autres références, allant des uniformes des officiers prussiens de la Première Guerre mondiale aux armures samouraïs, en passant par la coupe des tuniques des cavaliers Ulan d'Europe de l'Est. Avec l'extension d'une nouvelle trilogie en 1999, puis d'une autre en 2015, les inspirations se multiplient. Mais qu'il s'agisse de l'Empire ou du Premier Ordre, l'esthétique fascisante semble donner le ton au visuel de ces films. Il y a également une forme plus inconsciente de figurer le fascisme. Bon nombre des représentations de tout groupe, toute institution, armée, milice, ordre ou gouvernement aux reflets fascisants dans la culture populaire s'abreuvent à la même source. Comment elle s'appelle, Lena Riefenstahl ? Nuremberg, 1935. Des nuages. Un avion survole une avenue de la ville. Il se pose. Des militants entourent l'avion, le bras tendu. Des femmes aussi. C'est beau, hein ? Des enfants. Franchement, ça donne envie de rejoindre le fascisme ou pas ? Il sourit. C'est Adolf Hitler. Une voiture arrive. J'allais dire Il quel homme ? salue la foule. Des soldats défilent. Ça vous donne envie de faire un salut nazi ou pas ? Des aigles, des drapeaux, des croix gammées. Le film s'appelle Triumph des Willens, le triomphe de la volonté. C'est une œuvre de propagande de la réalisatrice officielle du Troisième Reich, Leni Riefenstahl. C'est son troisième film pour le régime et probablement son plus célèbre. Si aujourd'hui le film navigue de pages obscures du web à des versions éphémères sur les plateformes de diffusion vidéo, nous en avons bien vu des extraits malgré nous. Le dictateur de Chaplin puise allègrement dans l'imagerie du film, mais c'est une réponse contemporaine et explicite au triomphe de la volonté. Le film de Leni Riefenstahl, riche et innovant en matière de montage et de mise en scène, fut étudié pendant des années dans les écoles de cinéma. Peter Jackson, Ridley Scott, George Lucas ont reconnu s'être inspirés du style de la réalisatrice allemande et en particulier du triomphe de la volonté. Plusieurs plans de Star Wars Un Nouvel Espoir sont des calques directs de l'œuvre de la réalisatrice allemande. Et si ces réalisateurs ont directement puisé dans les visions de Leni Riefenstahl, d'autres, plus jeunes, se sont inspirés du travail de Jackson, Scott ou Lucas, véhiculant ainsi les mêmes représentations. Une reproduction de reproduction, une imitation d'imitation, nous donnant à voir un spectre de fascisme, comme un souvenir qui s'efface lentement, nous poussant à deviner plus qu'à nous rappeler. D'un film à l'autre se glissent des clins d'œil ou des références plus ou moins explicites. Starship Troopers, Le Roi Lion, Cendrillon, Le Faucon Maltais, Independence Day, Les Gardiens de la Galaxie, et plus récemment Star Wars, Le Réveil de la Force. L'imagerie fascisante que nous connaissons aujourd'hui... On sent que Star Wars, Le Réveil de la Force, ça venait de sortir, hein. C'est quand même très très mobilisé. Connaissable sans être immédiatement... Je suis pas sûr, ça date de quand cette vidéo ? C'était déjà 3 ans, genre ? Ouais, 3 ans. C'est sorti il y a plus de 3 ans, hein, Le Réveil de la Force. Identifiable. Cette imagerie n'est pas une réappropriation ou un détournement de la réalité du fascisme et du nazisme, mais de leur propagande. Notre représentation du fascisme est une représentation faussée. Nous visualisons le fascisme tel qu'il se présentait, tel qu'une personne le présentait. Et on perpétue la propagande fasciste. C'est pour ça que je trouve ça
très bizarre et je trouve ça chelou, cette fascination pour... tu peux voir le talent, l'innovation et tout d'une réalisatrice nazie, mais aller piocher dans son travail autant, et je trouve ça très chelou et plutôt dangereux en vrai. C'est ce... ça permet d'inscrire en fait le fascisme dans nos esprits et de déjà d'en donner une image un peu univoque. Je sais pas si c'est vers ça qu'il va aller, hein, parce que c'est quelque chose qui là pour le coup pardon, se rapproche du conspirationnisme, dans le sens où il n'y a qu'une seule signification qu'on donne à une chose. Voilà. Le fascisme, c'est uniquement ça. C'est uniquement si tu vois des armées défiler que c'est le fascisme. Et encore, même quand on voit quelque chose qui s'en rapproche, bon, ça permet, voilà, c'est à la fois les deux. C'est à la fois ça réduit le fascisme à une seule chose, et en même temps, ça permet aux fachos de tester un peu, de dire ok, mais si on redéfile avec des bottes et tout, ça le fait, ou il faut qu'on continue de mettre des costards, quoi. Une contradiction étrange dedans, ça a marqué le cinéma, y compris les réals de gauche, ouais, complètement. Qui peut expliquer la fascination que nous avons pour son imagerie. C'est une narration, une mise en scène. Et qui plus est, une mise en scène saluée, malgré sa dimension propagandiste et toute l'horreur que véhicule le régime nazi. La pop culture serait-elle fasciste ? Le fascisme semble pouvoir être décliné dans l'espace et le temps, arborer toutes les couleurs. Réaliste, futuriste, polar, science-fiction, héroïque fantasy, il n'est pas tant malléable qu'on le dit. Il semble plus proche d'un calque, un filtre, une image, un mode de jeu. Les différents avatars du fascisme de fiction sont d'abord un catalogue d'images, d'archétypes, de figures, plus qu'une véritable idée ou un projet de société. Dans Reconnaître le fascisme, Umberto Eco, qui a grandi dans l'Italie mussolinienne, développe l'idée que le fascisme n'est pas une idéologie constructrice et porteuse d'un projet, mais une accumulation d'images brandies comme des idées. Des façades d'idées, aussi creuses pour un regard extérieur que fascinantes pour un adepte. 14 façades qui constituent les piliers imaginaires d'un édifice politique factice. Ouais, les 14 points du Il n'est pas fascisme. nécessaire d'aligner les 14 pour obtenir le fascisme. Eco explique qu'à partir de 4, à partir de 4, j'allais dire au bout de combien, parce que voilà, c'est comme Doctissimo, voilà, tu regardes, tu coches des cases et à partir d'un moment tu dis merde, tu es fasciste. La France et les USA font assez tâche en Occident avec les marches militaires, par exemple le 14 juillet, genre c'est un truc de dictature en général, pas de démocratie libérale. Ouais. C'est vrai que, les voyants sont au rouge. Ce fascisme, qui existait bien avant Mussolini, dans d'autres États qui se veulent moins démocratiques. Ouais. Culte de la tradition, pensée binaire, rejet de la différence, nationalisme, culte de la mort, mépris de la faiblesse, injonction à l'héroïsme, machisme, populisme et quelques autres éléments qui forment l'ourfascisme sans s'encombrer des paradoxes et des contradictions qui traversent ce fascisme. Cette possibilité de reconfiguration constante est possible par la structure même du fascisme. Il n'est pas un programme politique porteur d'un projet de construction de société, mais une accumulation de slogans brandis comme des idées. C'est cette même accumulation qui permet à la pop culture de réutiliser régulièrement le spectre du fascisme au gré des œuvres. Le fascisme n'avait rien d'une idéologie monolithique. Hanté par le fascisme. C'était un collage de diverses idées politiques et philosophiques, fourmillant de contradictions. Peut-on concevoir un mouvement totalitaire qui réunisse la monarchie et la révolution, l'armée royale et la milice personnelle de Mussolini, les privilèges accordés à l'Église et une éducation étatique exaltant la violence, le contrôle de l'État et le libre marché ? Le parti fasciste était né en proclamant ce nouvel ordre révolutionnaire, mais il tirait son financement de propriétaires terriens ultra-conservateurs qui attendaient une contre-révolution. Le fascisme est un patchwork d'images cousues grossièrement les unes aux autres. Okay. Il ne forme ni veste, ni manteau, ni même un drap. C'est vaguement un chiffon, parce que n'importe quel bout de tissu peut servir de chiffon. Le fascisme est une forme sans fond. Dans les situations de crise, de perte de repères, de bouleversement, l'humanité retourne à une spiritualité primitive, faite de culte des idoles et de vénération des images. Eco qualifie lui-même l'ourfascisme d'éternel et de primitif. Ce fascisme se caractérise par rapport à ses symboles, placebo d'idées, à son imagerie, à sa forme. C'est ce que pointe Eco du doigt. Le fascisme rejette la pensée. Quoi de plus cohérent alors, pour un mouvement qui promeut l'action et non la réflexion, que de se baser sur sa forme et non son fond ?
Si le fascisme se définit par rapport à son image, est-ce que le fasciste se définit lui aussi par rapport aux images ? Quelles images ? Celles qu'il renvoie ? Celles qu'il aimerait renvoyer ? Une image type, comme un moule ? Les trois ? C'est très la philosophie. Est-ce qu'il y a un profil fasciste ? En 1950, Theodor Adorno et 3 autres scientifiques réalisent une longue enquête sociale pour le compte de l'American Jewish Committee. Entre approche sociologique, psychologique et anthropologique, il s'agit de plusieurs entretiens avec des personnes issues de toutes les catégories sociales et dans de nombreuses situations différentes, allant jusqu'à s'entretenir avec des personnes en prison. Le but de cette enquête est de savoir s'il est possible d'établir ou non un profil type fasciste. La réponse étant évidemment non, les conclusions de l'enquête vont cependant dessiner les contours d'un profil qui serait le plus enclin à adhérer au fascisme. Ce profil sera le titre même de leur enquête, publié sous le nom de The Authoritarian Personality. Il y a une excellente série de vidéos de Hacking Social si vous n'avez pas regardé sur cette question-là. C'est un truc que j'aurais bien bossé, mais comme il y a un beau travail qui a été fait plutôt en profondeur, je trouve ça c'est pas nécessaire. Fort de plusieurs centaines d'heures d'entretien auprès de plus de 1000 enquêtés, donc, et vous voyez que la question que je posais dans les lives précédents sur le complot et le rapport à ce que les Lacaniens appellent le discours du maître, le rapport à l'autorité, oui, c'est ce qu'on retrouve là, qui est exactement étudié par Adorno et consorts. La personnalité autoritaire, la sensibilité à la question de l'autorité. L'autoritaire est un portrait complexe fait de nombreuses strates. Il est possible malgré tout d'en distinguer plusieurs éléments sans trahir ou raccourcir le long travail d'analyse d'Adorno et de ses collègues. Adhésion rigide aux valeurs conventionnelles, tendance à condamner et à vouloir punir, superstition, penser le monde en catégories, binarité, cynisme, virilisme, rejet des marges, déni des causes psychologiques et sociologiques, difficulté à identifier l'autre comme un individu, identification à ses biens matériels, mécanisme du bouc émissaire, réduction du complexe à l'élémentaire, rejet des idées abstraites ou métaphoriques, croyance en un ordre social naturel, dénonciation comme action d'exister, tendance à avoir réponse à tout et à avoir résolu tous les problèmes. Le portrait est bien plus long, avec ses nuances et différents degrés pour chaque élément. Mais une des caractéristiques de la personnalité autoritaire n'a pas encore été évoquée. C'est l'adhésion aux hypothèses conspirationnistes. Car le conspirationnisme, dans sa structure même, évoque la personnalité autoritaire, voire le fascisme. Le conspirationnisme divise en 2, parfois 3 catégories. Ceux qui savent, qui ont percé le mystère à jour, et ceux qui voudraient les dominer. Je pensais qu'il... Moi j'aurais plutôt mis... Le monde se divise en 2 catégories, quoi. Ceux qui tiennent le flingue et ceux qui creusent. J'aurais plutôt mis ça comme... Au milieu se trouvent les moutons, complices passifs des dominants. Vous êtes dans quelle catégorie vous savez, vous dominez, vous êtes des moutons. Explique tout, et tout de suite. Il retombe. Est-ce que vous êtes dans les 5%? Dans cette volonté d'expliquer, le conspirationnisme simplifie et ne s'encombre pas des explications historiques, économiques, sociales et culturelles. Il condamne et dénonce. Dénonciation qui est d'ailleurs l'essentiel de son action contre les complots. Il use du cynisme contre ses opposants. Cynisme qui cible également les autres idéaux politiques, socialisme, communisme et même anarchisme, tous traîtres de ne pas avoir réussi à fournir une alternative solide. Une inquiétude récurrente quant à la virilité agonisante ou carrément perdue, et une crainte systématique pour les évolutions de la vie. Le gars avec le flingue. Dans Reconnaître le fascisme, Umberto Eco associe fascisme et conspirationnisme, prenant en exemple le New World Order de Pat Robertson. Le fascisme est une nébuleuse, un brouillard plus qu'une zone délimitée. Le conspirationnisme et la personnalité autoritaire ne sont pas au cœur de cette nébuleuse, mais gravitent dans sa périphérie. Une confusion qui permet aux complotistes donc le fascisme c'est fumeux quoi, c'est ça qu'il est en train de dire. De naviguer en eau trouble, de séduire malgré sa diabolisation par certains. Alors je rappelle, voilà, là il y a une présentation un peu plus en profondeur de la question du fascisme. Ce qui nous intéresse particulièrement là, pourquoi on regarde cette vidéo, c'est pour les liens, voilà, ce qui lie fascisme et conspirationnisme, c'est ça qui nous intéresse. Après on va lire l'article sur Marine Le Pen. Les symptômes de lourd fascisme sont nombreux et devraient nous alerter dès leur apparition.
On pourrait penser qu'une ou deux de ces caractéristiques se retrouvant isolées au sein d'un projet politique plus vaste suffirait à éliminer leur aspect fascisant. Que ce n'est pas si grave. Et puis tu vois le mal partout. Pour Eco, il suffit d'une seule caractéristique pour attirer le fascisme. Il n'est pas forcément présent, mais la porte est grande ouverte. L'ourfascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire « Je veux rouvrir Auschwitz. Je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes. » Hélas, la vie n'est pas aussi simple. L'ourfascisme est susceptible parfois c'est aussi de revenir simple, hein. sous les apparences les plus innocentes. Le virilisme des super-héros, Hercule contemporain, Superman, Captain America, Batman, Aquaman et tant d'autres, l'héroïsme comme injonction à chaque personne, la vision binaire de la narration hollywoodienne, les gentils contre les méchants, et souvent sa simplification en 2 heures d'action, d'enjeux géopolitiques complexes, jusqu'à l'ordre social naturel, souvent la cible des méchants des films, caricature de... Je pensais à la question du syndrome Magneto. Ouais. J'ai pas trop regardé cette vidéo, mais j'en ai pas mal entendu parler. Je crois que la question se posait effectivement. Ça rejoignait un peu cette idée-là. La pop culture, en reprenant les codes visuels du fascisme, ainsi que des idées réactionnaires, véhicule-t-elle des idées fascistes ? Indirectement, peut-être. Involontairement, sûrement. Quand bien même nous serions fascinés par ce fascisme pop, il reste identifié comme méchant de l'histoire. Avant tout, la pop culture reprend des images qu'elle vide de leur sens. Des images déjà vides de sens. Car c'est le contexte qui leur donne du sens. Donc il vide le vide. Leni Riefenstahl n'était pas une documentariste, mais une propagandiste. Son travail consistait à fabriquer, non pas des images du fascisme, mais l'image même du nazisme. Qu'est-ce que nous dit Disney avec ses épisodes de Star Wars ? La guerre est un business, les oppressions sont partout, et la force n'est pas un délire élitiste pour moins de soldats ? Est-ce qu'il y a dénonciation du fascisme à travers le Premier Ordre ? Si oui, alors pourquoi vendre des figurines, des t-shirts ou des jouets représentant ce même ordre ? Et si Disney avait fait comme tout le monde, utiliser des méchants faciles et facilement identifiables ? Si Disney ne vendait pas du fascisme, mais seulement des images, peu importe lesquelles, du moment qu'elles vendent ? Et si Disney se... Attendez, Disney, ils sont capitalistes ? Je suis perdu là. foutait de l'idéologie. Le fascisme s'est probablement dispersé dans la pop culture. Et ça, c'est exactement la ligne... comment dire ? La ligne... comment il s'appelle ? Hanouna. Hanouna, c'est exactement ça. Quand il commence à recevoir des politiques, il reçoit Jean-Luc Mélenchon. Et pour lui, recevoir Jean-Luc Mélenchon et recevoir Zemmour, c'est la même chose. Et je pense vraiment que pour lui, c'est la même chose. La question, c'est est-ce que ça va me faire de l'audience ? Et il voit pas le souci entre recevoir un mec de gauche et un fasciste, quoi. Il voit pas le souci. Et c'est exactement cette souplesse-là qu'on retrouve avec Disney. C'est une question de capitalisme. Pourquoi ? Parce que ce qu'il regarde, c'est les chiffres. Il regarde que ça va faire plaisir aux actionnaires, pour le dire comme ça. Parce que sa représentation de lui-même était déjà sa seule valeur, c'est accessible, reconnaissable et libre de droit. Autrefois symbole de crainte, de menace, de haine, aujourd'hui, il n'est guère plus qu'un trope d'écriture, une couleur, voire une insulte faiblarde, elle-même vidée de son sens. Le fascisme semble ne plus avoir de sens parce qu'il a été utilisé dans tous les sens. Photocopié jusqu'à perdre toutes ses couleurs. Ça fait réfléchir. Il est un outil de fiction, mais il n'est plus pris au sérieux. Il ne vaut pas plus que le monstre sous le lit pour un adulte. Pourtant, il n'a pas disparu. La petite fille de Mussolini est encore aujourd'hui une figure politique italienne, relativement peu à gauche. Mais nous ne parlons pas du fascisme italien historique. Eco parle d'ourfascisme, d'un fascisme primitif, en apparence éternelle, complice des oppressions et des régimes autoritaires de toutes les époques et de toutes les géographies. Une bête protéiforme qui traverse les années et les kilomètres. Un spectre qui n'est jamais parti. Ce fascisme réel n'est pas très éloigné du fascisme qui occupe la pop culture. Les deux ont en commun d'être une forme sans fond. Eco dit du fascisme qu'il n'a pas d'idéologie, seulement de la rhétorique. Si dans la culture il n'est qu'une petite constellation de symboles identifiés, en histoire, il est un amas d'obsessions qu'il est possible de tordre et de plier selon le contexte. Des obsessions déguisées en idées qui surgissent ici et là, parfois mélangées au milieu d'autres idées. Le fascisme n'a pas de projet, c'est ce qui le rend soluble parmi les autres courants politiques. Le fascisme n'est pas une menace parce qu'il promet la mort et la violence,
Il est une menace parce qu'il est insaisissable. Il avance avec de nombreux masques. Il faut s'en inquiéter dès les premières étincelles, car une fois l'incendie lancé, il est déjà trop tard. Le fascisme promet une identité simple, efficace, forte, car c'est ainsi qu'il conçoit le monde. Mais quelle identité est-ce, si tout n'est que formule et slogans déguisés en idées, assénés comme des coups contre les esprits? Le fascisme ne connaît pas les individus, il est un bloc. Le fascisme vous promet d'exister, mais selon un modèle unique, identique à tous. Alors, il n'est pas tout à fait à poil. Salut Le Lex, fascisme bienvenue. est une absence d'identité. C'est ce Dans que le j'ai cru tout à l'heure. Je conspirationnisme dis, et la pourquoi il est à personnalité poil autoritaire, Mais dénoncer, il a un slip. c'est exister. Mais si ce qui est dénoncé n'est qu'une hypothèse, ou pire, une construction mentale, quelle identité est-ce là? Adhérer à une théorie, une idée, ou même se regrouper sous un même symbole, c'est rejoindre un groupe, avoir un sentiment d'appartenance. Ouais, alors il termine là-dessus. Ça c'est ultra important, notamment à l'extrême droite. En fait, tout le monde a un besoin d'appartenance, etc. C'est quelque chose qui est très actif, notamment. C'est ça que vend beaucoup le fascisme, et notamment via le racisme. C'est de dire, regarde, il y a eux et il y a nous. Mais s'il y a eux, c'est que toi, tu fais partie du nous. C'est ce qui me fait penser qu'il y a un court-métrage que j'avais regardé au festival de Clermont-Ferrand, qui est un court-métrage réalisé par des élèves de l'école Courtrajmé, où ça s'appelle Casual Gone. Je vous mets le titre, je pense que vous pouvez pas le trouver. Oui, il est pas tout à fait à poil. Hein. Je sais pas si je vais avoir des problèmes avec Twitch. Je vais écrire à Jeff Bezos, je vais dire, alors, certes il a l'air à poil, mais il n'est pas tout à fait en vrai. Casual Gone, qui est l'histoire d'un jeune gars à Lyon qui a des origines algériennes, il me semble, et qui est un passionné de foot, et par le foot qui va être en contact avec des fachos, et qui va rentrer dans le monde des fachos en cachant, vu qu'il a un passing, en cachant que lui-même a des origines arabes, quoi. C'est vachement intéressant. Et donc cette question du besoin d'appartenance, et on va voir un peu jusqu'où il est prêt à aller pour continuer d'appartenir, quoi. Alors qu'à la base il veut juste appartenir à un club de foot, enfin un club de fans de foot, quoi. Si cette adhésion se fait autour d'une théorie faite de sable dans le vent, d'une idée factice ou d'un symbole creux, à quoi appartient-on? Le fascisme et le conspirationnisme apparaissent tous deux au même endroit, poussent sur le même terreau, éclosent au même moment, celui de la crise identitaire. L'ourfascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement le plus cours est dispo sur YouTube, bah, franchement, allez le regarder de ouf. Je veux rouvrir Auschwitz. Je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes. Hélas, la vie n'est pas aussi simple. L'ourfascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Umberto Eco, reconnaître le fascisme. Voilà, je pense que c'est la fin, c'est tout à fait la fin. Ok, si vous voulez regarder cette vidéo, voilà, en plus on parle de Lyon, il me semble que Arcani, putain j'ai du mal, Arcani Corvo, il me semble qu'il est à Lyon. Tout est lié les gens, tout est lié. Donc vous pouvez, voilà, vous avez le lien pour retrouver cette vidéo. Casual Gone, ah ouais, il est en entier sur YouTube. Voilà, si ça vous intéresse, franchement, allez voir ce film. Vraiment, il est trop bien fait. D'accord, lui, il joue dans Demain nous appartient. Ok. D'accord, je savais même pas. Donc, je vous le recommande chaudement. Quant à nous, on va passer à de la lecture, là. Un petit article sur le conspirationnisme et Marine Le Pen. Ça vous dit? Les rivaux sont bu ou se font tirer dessus, comme des canettes de 33 centilitres. Je te tranquillise, je me la raconte trop comme les gens qui lisent. Voilà, j'ai ma scène qui part en couille. Voilà, yes. Donc on va lire un article de Stéphane Vanish, une petite dizaine de pages. Les signifiants de Marine Le Pen. Je sais déjà plus de quoi ça parle, c'est un article de 2017. Voilà. Donc, je zoome ça pour les gens qui veulent suivre en même temps. Voilà. Au début était le verbe. Le discours est l'essence même du politique. Tout commence par la parole qui permet avant toute action d'exprimer son idéologie, sa vision de la société et des individus.
C'est par le discours que la crédibilité et ensuite la confiance peuvent s'instaurer entre l'homme politique et les citoyens. C'est par le discours que l'on peut conquérir le pouvoir. Historiquement, le Front National le sait bien. Pour Jean-Marie Le Pen, les mots constituent une arme politique. Et sa fille l'a bien appris. C'est la raison pour laquelle, à l'instar de son père, les discours de cette dernière, ouais, j'ai du mal, sont travaillés. Les mots sont ciselés afin que les signes émis par le discours soient les bons. Incapable électoralement de pouvoir gouverner ne serait-ce qu'une petite partie du territoire de France, la présidente du Front National, et bon, là on est 5-6 ans après, combien 2017, 7 ans après. Je sais pas si on formulerait un peu cette question-là comme ça. La question de la gouvernance du FN en France. En politique, les mots précèdent les actes. Marine Le Pen va faire de l'usage discursif un enjeu existentiel. Donc, voilà, on parle du FN il y a 7 ans, quoi. Le discours devient alors le principal vecteur de communication du FN. C'est pour cela qu'il est intéressant d'analyser ses signifiants. Le discours de Marine Le Pen construit un monde spécifique qui légitime l'idéologie du parti d'extrême droite. Nous verrons dans un premier temps que Marine Le Pen utilise la catholicité comme repère identitaire. Donc, vous voyez, la question de la crise identitaire. À quoi on vient répondre? Au-delà d'une laïcité revendiquée, le monde est décrit par les mots de la peur, ce qui lui apporte une certaine légitimité à agir politiquement. Cette France affaiblie est expliquée par la présence d'un complot qui lui permet de donner une certaine explication du fonctionnement du monde. Donc vous voyez, la question du complot et de comment on donne du sens au monde et un sens unique. Enfin, tout discours comporte des référents. Ils apportent une certaine légitimité politique. Il y a les référents positifs, les personnes que l'on aime. Il y a les référents négatifs, celles que l'on récuse. Donc vous voyez, comment voilà, on consolide le sentiment d'appartenance avec il y a eux et il y a nous. Ce qui est, voilà, pour la blague, ce qui est exactement ce que crée comment il s'appelle, un Kendrick Lamar. Quand il sort pour les gens qui ont suivi le clash entre Drake et Kendrick Lamar, quand il sort Not Like Us, il dit voilà, ils ne sont pas comme nous. Et quand il dit ils ne sont pas comme nous, ça t'oblige à te positionner, vous voyez, dans ce truc de il y a eux et il y a nous, bah toi t'es où? Et généralement quand on dit ouais mais il y a eux et il y a nous, t'as plutôt envie d'être dans le nous que dans le eux. Voilà, chez Marine Le Pen, cet usage des référents construits, des implicites, cet usage des référents, donc les référents négatifs et les référents positifs, construit des implicites qui à un moment donné deviennent trop explicites. Donc la caste, et c'est intéressant de lire cet article parce que c'est tout ce discours qui maintenant a tellement imprégné la politique française que c'est quelque chose qui va plus être exprimé telle quelle par Marine Le Pen, il me semble. La catholicité comme rappel identitaire. Dans ses discours, Marine Le Pen veut rappeler et magnifier une France éternelle. Donc vous voyez, on retrouve la question de l'empire millénaire et tout. Souvent fantasmé. Face à la mondialisation, elle émet un discours en réaction et, pour lui apporter une consonance positive, elle va régulièrement utiliser un vocabulaire rappelant directement ou indirectement la catholicité. Sans que cela soit spécifiquement repéré par ses auditeurs, ce vocabulaire va créer une résonance cognitive qui permet une acceptation plus facile des propos de la chef de l'extrême droite. De surcroît, le recours à cette pratique permet, sans le dire ouvertement, une réaffirmation identitaire faisant écho aux origines chrétiennes de la France, tout en affirmant officiellement une absence de volonté d'exclusion de l'autre. Alors, quand on dit ça, je trouve que ce qui est important aussi, c'est que cette question des origines chrétiennes, etc., et l'utilisation politique qui en est faite, c'est pas que l'extrême droite. C'est De Gaulle est là-dedans, et c'est quelque chose qui infuse notamment la droite française, mais globalement la vie politique française, quoi. Ainsi, l'utilisation de ce vocabulaire, parce que finalement, par exemple, le racisme de gauche, ça va être de dire, certes, ce sont des immigrés, ils sont pas comme nous, mais il y en a des bons, ouais, ce qui ne récuse pas l'acception raciste de base, qu'ils sont tellement différents, ils nous sont inférieurs. La gauche répond pas tous. Alors, et répond pas tous, et répond oui, ils nous sont inférieurs, mais quand même, il y en a qu'on peut sauver, on peut civiliser, etc. Bon.
Ainsi, l'utilisation de ce vocabulaire qui ne va avoir une signification spécifique que pour ceux qui le connaissent déjà, permet d'exprimer une vision hiérarchique. Donc la question du Dog Whistle. D'exprimer une vision hiérarchisée de la société française sans le dire explicitement. Le discours populiste de Marine Le Pen, qui se veut d'abord inclusif pour tous les Français, constitue de fait une façade, par le truchement des mots signifiants qu'elle utilise pour exprimer à la fois une certaine identité de la France et une certaine vision du vrai français, entre guillemets. C'est compliqué de remonter une date précise de l'origine de l'extrême droite. Il y avait déjà des massacres de juifs au Moyen-Âge, tout à fait, basés sur le racisme, la propagande, la panique générale, la religion. Mais en plus, ouais. Je veux dire, en plus, c'était porté par la royauté et tout, quoi. Merdrignac. C'est une vraie... Attends, c'est une... What the fuck? C'est une vraie ville, Merdrignac. Attendez, j'ai envie d'apprendre des choses sur Merdrignac, là. J'ai envie qu'on se cultive. Merdrignac. Ah ouais, on dirait c'est la ville de Jordan Merdella. Carrément, Merdrignac. Ici, Merdrignac, il y a une chaîne YouTube. Qu'est-ce que... Incendie d'usine. Ah ouais, c'est pas ouf. Et là, on trouve le discours... Vas-y, on va regarder la vidéo de Marine Le Pen à Merdrignac, là, ce qui est cité. Vas-y. On va remonter en 2012. Bien mon cul au condom, ouais, complètement. Merci beaucoup, Marine. Merci. On va écouter les chants de Marine Le Pen. Oui. C'est pour ça qu'on a un joli teint. J'avais des choses à signer, alors je vais signer. Bon, attendez, elle a pas commencé son discours, je vais juste me reprendre un peu d'eau, j'arrive. Alors, Merdrignac, c'est quoi les bails? Qu'est-ce qui se passe à Merdrignac? Ça fait la bise, ça se claque la bise et tout. Patience. La jeune fille. Ah, je me suis dit, j'essaie de... Je me suis dit, attendez, est-ce qu'on va entendre l'eau? Mais oui, mais c'est très bien. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Nous défendons tous les Français. Voilà, tous les Français. Et tous les Français se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuer à accueillir comme ça des milliers de gens. On voit bien. Bon, ben voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. D'accord, mais par contre, vous voyez, mon père qui est algérien, pur algérien, qui a été obligé de se faire naturaliser français depuis la guerre d'Irak, parce qu'il avait peur. Il est arrivé à l'âge de 10 ans en France, mon père. Mais vous savez, je veux dire, moi je ne vais pas supprimer. C'est intégré. Je veux dire une chose, et il y en a plein d'autres qui ne veulent pas s'intégrer. Vous êtes d'accord avec moi aussi? Il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Eh ben voilà, il faut faire le tri, c'est tout. Voilà, on donne la nationalité française à ceux qui le méritent. C'est très intéressant ça, c'est très intéressant comme séquence. Et il y en a plein d'autres qui ne veulent pas s'intégrer. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Déjà, non, pour commencer. Et on voit sur quoi, voilà, elle lui propose un contrat, elle lui propose le contrat racial. Et vous êtes d'accord quand même? Voilà, un peu de bon sens. Il y en a plein qui ne veulent pas s'intégrer. Voilà. Et comment la question de la volonté et qui vient totalement effacer la question sociale. À ceux qui aiment la France, qui ont travaillé, qui sont dans les clous, mais les voyous, comme il y en a un certain nombre, on leur donne pas la nationalité, parce que la nationalité c'est quelque chose de précieux. Pourquoi voulez-vous que je fasse autre chose que ce que je dis? Surtout, bref, les voyous, on leur donne pas la nationalité, comme si la question se posait nécessaire. Enfin, c'est trop bizarre comme discours. Parce que tous les autres font autre chose que ce qu'ils disent. Ah, bien sûr. Oui, mais moi je suis différente. Voilà. Mais vous êtes tous différents. Non, eux c'est tous les mêmes. Voilà. Ça fait 30 ans qu'ils sont tous les mêmes. Et ça fait 30 ans qu'ils nous mènent tous dans le même chemin. Et qu'ils ont les mêmes résultats. Pourquoi les fachos mentiraient? Bah oui. Avec le soleil de Bretagne, ce soleil extraordinaire, avec toujours quelques gouttes qui tombent quand même. Par contre, c'est tellement un coin paumé que j'ai tapé Merdrignac, j'ai regardé vidéo, j'ai retrouvé tout de suite la vidéo, quoi. Mais moi je crois qu'il va y avoir de grosses surprises dans l'Ouest. Je crois qu'il va y avoir de grosses surprises. Même arrêt, non. On a eu 2 tours aux dernières cantonales et vraiment... Non, je crois qu'il va y avoir une surprise. Une preuve bleu marine. Bien, bonsoir la team, ça va? Sans précédent s'apprête à... Regarde Marine Le Pen, t'es content? Mauvais. Contente. Par contre, le gréement de nos adversaires qui risque bien de finir à la côte.
Ça fait combien de temps qu'on n'a pas chanté la Marseillaise dans une ferme, dans un hangar? Allez, ça part en Marseillaise là, non merci. Il reste 10 secondes, je veux pas prendre le risque que ce soit 10 secondes de Marseillaise. D'accord, donc Merdrignac, c'était ça. Hein. Donc à Merdrignac, en 2012, à l'occasion de son dernier discours lors de la précédente élection présidentielle, il déclarait « La faim, le désert, la mort. Le voilà le bilan de ceux... » Voilà, ok. Je veux mettre fin à cette spirale. Fallait la fin de la phrase là. Voilà le bilan. Ok, bon. Je vais mettre fin à cette spirale mortelle. Cette trilogie rappelle les 40 jours du Christ dans le désert. En effet, l'emploi du mot désert pour évoquer la campagne française est d'abord métaphorique si l'on considère le climat. Ah ouais, donc il va aller sur désert, Jésus et tout quoi. Ok. Donc si l'on considère le climat tempéré que nous connaissons dans notre contrée, oui, donc il n'y a pas de vrai désert en France, c'est vrai. Elle permet surtout de relier le mot désert à celui de mort, rappelant ainsi la passion du Christ. Ah ouais, les dog whistles de Marine Le Pen, faut les chercher quoi. Ouais, moi ça me fait plus penser à désert humain et le côté un peu la République a abandonné nos campagnes françaises alors qu'on injecte tellement d'argent dans les banlieues, ça me fait plus penser à ce discours-là. Et alors, qu'as-tu dit? Selon le théoricien décolonial Ramon Grossfogel, la création du racisme spécifiquement européen s'est faite de manière dynamique en Espagne entre la Reconquista. Ouais, chez les décoloniaux, c'est ça. Hein. Moi, j'ai animé un atelier sur la question il n'y a pas longtemps et je faisais démarrer ça autour de la controverse de Valladolid, quoi. Je trouve que c'est... mais c'est la question... Ouais, la question de la race, quoi. La question de la race. La traite... Reconquista, traite transatlantique avec la répression vénère sur les Morisques et Maranes, donc respectivement musulmans et juifs d'Al-Andalus, massacre, expulsion, voire esclavage, mise en place du certificat de sang pur. Voilà, c'est sûr, c'est cette question-là. Donc la question de la race pensée par rapport au sang et tout. C'est-à-dire avoir que des ancêtres chrétiens sur 3 ou 4 générations. Oui. Je vois tout à fait à quoi ça fait référence. Donc pavé. Voilà, donc la passion du Christ pour Marine Le Pen, ce vocabulaire biblique permet ainsi un rappel identitaire tout en dénonçant la situation économique des agriculteurs. Dans son discours du 1er mai 2013, elle évoque l'apocalypse selon Saint Jean lorsqu'elle énonce « La France s'enfonce dans les ténèbres de l'Europe, et avec elle le peuple français, tous les peuples d'Europe. La France est dans les temps obscurs, elle est dans la nuit, elle est prise au piège d'un brouillard épais, celui des désespoirs d'un pays désenchanté. » Controverse de Valladolid a mis le doute sur l'idée que les Morisques Maranes avaient certainement non plus d'âme, n'étant pas chrétiens, tout à fait. Elle poursuit. « Cet abîme, mes amis, c'est celui de la ruine, de l'invasion, de l'asservissement et de la disparition en tant que peuple et en tant que nation. » Ce qui est assez fort là-dessus sur ce discours-là, ah là là, le peuple va disparaître, machin. C'est à quel point ils peuvent y croire vraiment. Il y avait une vidéo de Philippe de Villiers, et je sais plus si c'était autour de quel événement ou quelle loi, machin, où je crois qu'il doit être à CNews ou ce genre de truc, et vraiment, il a une espèce de crise existentielle de « mais je veux pas que mon peuple disparaisse, etc. » Et je me dis « Putain, mais attends, il croit vraiment, en fait, à leurs idées. » Ah ouais, il est vraiment profondément convaincu qu'il y a un risque de disparition du peuple français et tout. On retrouve les ténèbres de Ésaïe. Donc Ésaïe 60:02. Bon, bien sûr, tout le monde connaît par cœur, hein, mais on va quand même citer. « Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Donc c'est aussi dans l'Épître aux Colossiens, 1:13. Voilà. Faut-il vraiment le citer? On va le citer. « Rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Mais aussi, oui, bon, d'accord, dans la Bible, ça parle des ténèbres. Oui, d'accord, ok. Je suis pas super convaincu de l'argumentaire, mais pourquoi pas.
Et ce jugement, voilà, donc Jean 1231, vraiment peut-être mon préféré, hein, où il dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Après, le truc, c'est que la question des j'ai pas envie de mourir, moi, c'était ça, exactement, c'était ça. Vraiment, je dis, ah ouais, mais il y croit, quoi, ça m'a fait le même effet sur un truc un peu différent, sur les larmes de Zemmour au présidentiel, quand tu vois qu'il passe pas le premier tour et tout. Alors qu'en vrai, objectivement, il sort de nulle part, entre guillemets. Cette première campagne, il fait 7%, c'est énorme, en fait, son score. Et lui, vraiment, il s'effondre en mode... Je me dis, putain, mais il y croyait. Il croyait vraiment à son destin. Le gars, il pensait que c'était Napoléon, voilà, il se présente, et ensuite, il va conquérir la France, et pourquoi pas le monde, quoi. Je pensais pas qu'ils y croyaient. Ouais, c'est beaucoup trop, 7%, c'est énorme. Et ils n'ont pas encore disparu du paysage politique, malheureusement. Les temps... Ouais, je suis pas convaincu, là, parce que la question des ténèbres, oui, appelle l'imaginaire religieux, mais... Enfin, je trouve que c'est léger comme Dog Whistle, en fait. C'est tellement vaste, tellement... À la limite, il y a plus de ça dans... L'émission là, l'émission Kato qui parlait des forces du mal et tout, ouais, c'est bon, tu me diras, c'est moins Dog Whistle, hein, c'était un peu plus explicite. Les temps obscurs rappellent les mêmes passages, l'obscurité étant le résultat des ténèbres. De plus, Marine Le Pen parvient de la même manière à manipuler les esprits en mettant en relation deux mots dans deux phrases successives, rappelant des mythes modernes avec l'emploi des mots nuit et brouillard. J'avais même pas capté. Il y a eu nuit et brouillard, parce que j'ai essayé de mettre de l'emphase, donc j'ai pas... dans la nuit, elle est prise au piège d'un épais brouillard. Alors le truc, c'est que Jean-Marie Le Pen, je sais pas s'ils vont en parler, était vraiment, j'allais dire expert, était vraiment beaucoup là-dedans, dans les clins d'œil, etc. Mais dans des trucs plus, enfin vraiment clin d'œil, quoi. C'est un peu plus cramé, quoi. Là. Donc elle dit, la France est dans les temps obscurs, elle est dans la nuit, elle est prise au piège d'un brouillard épais. Bon, si, en vrai, ça se capte. En vrai, on capte la référence. Mais en lisant, voilà, en essayant de jouer un peu, j'ai pas capté la référence. Donc avec l'emploi des mots nuit et brouillard, il y a encore le film d'Alain Resnais sur la déportation et les camps de concentration nazis. C'est pas des évangéliques qui est la famille Le Pen. Il se voyait en train de recoloniser l'Algérie. MDR. MDR. Ces passages sont relativement anciens. Mais en vrai, enfin, on n'en parle plus, hein, mais l'Assemblée nationale actuelle s'est ouverte sur un discours nostalgique de l'Algérie française. Mais c'est ouf. Dans quel pays vit-on, quoi. Donc, en vrai, c'est quelque chose qui est encore actif dans l'extrême droite, quoi. Ces passages sont relativement anciens. C'est la raison pour laquelle nous allons à présent analyser des passages de deux discours que Marine Le Pen a prononcés pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2017. Il s'agit du discours de Nantes et de celui de Châteauroux. Bon, je pense que vous les connaissez par cœur, mais bon, on va replonger dedans. Le 26 février, donc, et le 18 mars 2017. Nous allons voir que cette volonté d'utiliser le vocabulaire de la catholicité perdure. À Nantes, elle déclare « Comme si, à chaque élection, depuis 30 ans, les Français n'avaient pas d'autre choix que de tendre l'autre joue. » Bon, là, la référence est explicite. Hein. La joue droite, puis la joue gauche, puis la joue droite, et ceci jusqu'à l'épuisement. D'accord, ok. Mais du coup, enfin... Bon. Parce que eux, voilà, elle va jouer la catholicité, mais en même temps, là, elle fait le lien avec voter à droite, voter à gauche. Mais le truc de tendre la joue, vu que les fachos ils ont une appétence pour la violence, je pense que c'est pas le genre de truc qu'ils vont célébrer, quoi. On va voir. C'est pas étonnant en plus avec l'actualité de la répression en Kanaki, tout à fait. On retrouve bien sûr dans l'évangile, selon saint Luc, j'essaie de mettre dans la phase, cette célèbre phrase du Christ, donc si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Preuve de la bonté chrétienne, le peuple français est donc auréolé de cette qualité jusqu'à l'épuisement.
Épuisement qui tombe bien lors de cette élection pour pouvoir dépasser le clivage démocratique qu'est le clivage gauche-droite. Aussi, Marine Le Pen s'appuie sur un des principes fondateurs du christianisme pour légitimer sa propre candidature. Mais elle ne se contente pas seulement de se légitimer, elle va également avoir recours à un message christique pour porter son projet. Donc c'est elle le Christ. Est-ce que c'est pas la réincarnation du Christ, Marine Le Pen? Je pose la question. Est-ce que je joue bien le Pascal Pro ou pas? À Nantes, elle déclare « Ce beau message d'amour, ce témoignage de fidélité à ce que nous sommes et de foi dans l'avenir, je vous demande de le porter avec moi. » Effectivement, ça fait penser à du Jésus. Hein. Ça fait penser à du Jésus dans le texte. Cette assertion rappelle Jean. Dieu est amour, Dieu, source d'amour. Ouais, moi c'est plus le côté je vous demande de le porter avec moi, le côté appel au peuple, un peu, voilà, tendez vos mains, je vais faire un Genki Dama, quoi. Et ce côté-là, il y a des trucs un peu comme ça autour de l'amour chez Jésus. Mais je vais pas avoir les références. Oui, mais est-ce qu'on a une joute d'extrême droite? Bah, normalement non, donc on devrait pas tendre vers l'extrême droite, logiquement non. Voir si j'ai bien compris, hein. Ainsi, Marine Le Pen va employer le mot « amour » pour décrire son idéologie qui, dans le rapport à l'autre, et surtout à l'étranger, se place assez loin du message biblique. Cependant, en utilisant les mots « amour »,« foi »,« fidélité », c'est bien un vocabulaire ancré dans nos mémoires collectives qu'elle convoque, même si cela entre en contradiction avec sa propre vision du monde. Elle va faire le même usage du vocabulaire rappelant la catholicité pour métaphoriquement expliquer le recours qu'elle représente pour les Français face à la crise. En déclarant « Je vous l'ai dit », même ce « je vous le dis ». Si vous avez lu un peu la Bible et si vous avez lu Jésus dans le texte, il y a beaucoup de « en vérité, je vous le dis », ça c'est une formule qui utilise beaucoup. Le J, comme on l'appelle le J. Le J c'est le S, non? Je vous le dis, mes amis, c'est sous les cendres de vos illusions déçues que vous trouverez avec nous les étincelles de la flamme et de la lumière. C'est vrai que ça fait vachement discours chrétien. Là par contre, j'achète. Tout à fait, ça fait vachement discours chrétien. Elle parvient à expliquer, par un raccourci rapide, combien son accession au pouvoir apporterait un renouveau presque miraculeux. Elle relève du miracle. En effet, le mot « cendre » rappelle le symbole de la pénitence. Après Mardi Gras, les 30 Glorieuses, et le mercredi des cendres, la crise. Donc, voilà, il y a un parallèle entre le calendrier annuel avec les fêtes, Mardi Gras, le mercredi des cendres, et le temps plus long, les 30 Glorieuses et la crise actuelle. Jour de pénitence marque le début du carême de 40 jours, en souvenir de la traversée du Christ dans le désert qui prépare sa résurrection. Symbole de la Renaissance. Bref. L'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Ou alors de nom du parti du président actuel. Cette ascension vers le pouvoir est comparée au retour de la lumière. Le concept de lumière est très important dans la religion chrétienne, oui, car elle symbolise le Christ lui-même. Lorsque, dans Jean 9,5, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». Le jour de la naissance du Christ symbolise également cette notion de lumière si l'on considère que le 25 décembre est le moment où la nuit cède le temps au jour. Tout à fait. Voilà, Noël est fondé sur d'anciennes fêtes païennes, etc. Et c'est vraiment le retour de la lumière, etc. C'était les Saturnales, il me semble, chez les Romains, par exemple. Où ça durait plusieurs semaines, il me semble. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. J'ai réentendu cette citation, je crois, dans une vidéo de Blast il n'y a pas longtemps. Comme nous pouvons l'analyser, le discours de Marine Le Pen s'appuie sur le vocabulaire de la catholicité, aussi bien pour marquer les esprits que pour exprimer ses idées et symboliser son rôle politique. Mais son message d'amour n'est pas son seul ressort communicationnel. Marine Le Pen va également convoquer un vocabulaire de la peur pour décrire notre temps présent afin de légitimer sa propre violence politique. Donc c'est parti, le régime de la peur, la terreur, les gens. C'est parti. Donc, les mots de la peur avec les groupes nominaux complexes, les GNC, comme on l'appelle dans le métier. Pour savoir de quoi parlent les discours, il est important de repérer les groupes nominaux complexes, autrement dit les groupes de mots qui servent de nom dans une phrase.
À l'instar de la prose de M. Jourdain, chacun crée des GNC pour préciser sa pensée. C'est la raison pour laquelle ils sont intéressants à étudier, car ils nous permettent de définir les représentations du locuteur et les thèmes de son discours. Donc on va vraiment dans l'analyse de discours. On part en full Fabien Olicard là-dessus. Pour ce qui concerne Marine Le Pen, l'étude des GNC nous montre que la représentante du FN décrit principalement un monde effrayant, jouant sur la peur des interlocuteurs. La lutte contre le mondialisme est au cœur de la doctrine de Marine Le Pen. Il est intéressant de savoir comment il est défini. Pour cette dernière, le mondialisme est qualifié d'abord de sauvage, financier. Il fait prendre... Et bon, vous voyez déjà ce qui est convoqué, ne serait-ce que par ces vocables. Il fait prendre à l'État, comme à la France, le risque de disparaître. Le mondialisme est donc l'ennemi à abattre et la présidente du Front National va alors l'accuser de tous les maux. Pour preuve, à Nantes, elle déclare « Le mondialisme financier qui œuvre, donc il faut entendre juif derrière financier, qui œuvre au triomphe de l'individualisme et travaille à la disparition de l'État en ce qu'il est pour lui un obstacle à la liberté totale de circuler ou plutôt d'immigrer, de commercer et même de trafiquer. » Donc voilà, comment les juifs sont responsables de l'immigration et sont responsables du grand remplacement. Il y a un peu toute cette idée-là derrière. Le mondialisme est également un fauteur de désordre pour Marine Le Pen. L'immigration et les trafics sont le résultat de ce mondialisme. Plus tard d'ailleurs, elle va placer en opposition le chemin, terme paisible, face à sauvage, mot anxiogène, lorsqu'elle déclare que l'élection présidentielle est un référendum entre d'un côté le chemin national et de l'autre le mondialisme sauvage. Ouais. On n'a pas oublié la vidéo d'Arcanie Corveau sur le binarisme dans le fascisme. Alors il ne s'agit pas ici de démontrer que Marine Le Pen est une fasciste, mais n'empêche que c'est intéressant de faire une petite gymnastique de la pensée pour retrouver en quoi. L'immigration est bien évidemment le deuxième thème préféré et elle est souvent qualifiée aussi de sauvage ou d'incontrôlable. Pourtant, à Nantes, elle va utiliser une métaphore plus puissante encore. Macron va en Algérie accuser la France du pire des crimes, d'un crime contre l'humanité, afin de justifier l'autoroute migratoire qu'il veut instaurer entre Alger et Paris. Enfin, le rapport aux élites et aux gouvernants fait également partie des critiques récurrentes de Marine Le Pen. Elle met en scène ses gouvernants traités d'élites autoproclamées. Il y a quand même derrière ce côté élite autoproclamée, il y a le côté État dans l'État. Vous voyez, on voit bien comment ça va convoquer le complotisme. Et le côté, il y a les élites officielles et il y a les élites autoproclamées, donc comment les juifs dominent le monde, etc. Tout ce discours extrêmement complotiste et antisémite, quoi. On sent un peu tout ça derrière. Ce qui, vraiment le côté marionnettiste, quoi. Ce qui évoque un manque de légitimité pour des personnes qui ont été élues démocratiquement. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'ils ne vont pas chercher tout le côté raciste qui est derrière, antisémite et tout. Puisqu'il s'agit de parler des signifiants et de parler de complotisme. Selon elle, ces dernières pratiques une avalanche de propagande, ce qui délégitime également leur discours face au bon sens. Mot valise qui ne veut rien dire. Le bon sens, et c'est marrant, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. C'est une question de bon sens. Le bon sens conforté par les légitimes ambitions du peuple qui vont à l'encontre, bien sûr, des élus de la République. Donc voilà, les dirigeants, voilà, nos élites jouent contre la nation. Donc finalement, il nous faut un sauveur, ou peut-être une sauveuse, peut-être la réincarnation, j'ai envie de dire, de Jésus sur terre, n'est-ce pas? Comme on peut le constater, les GNC montrent bien les marqueurs idéologiques du discours du FN. Ils décrivent le monde de Marine Le Pen, monde qui détient sa propre logique, donc elle vit dans son monde, c'est ça qu'il est en train de dire, ce qui rend le discours d'autant plus opérant. De surcroît, en complément des GNC, pour accentuer les peurs et la délégitimation de ses adversaires, elle va également avoir recours à des néologismes à consonance péjorative pour mieux marquer encore le sens de son discours. Donc, les néologismes très analogiques de Marine Le Pen.
Comparé à Jean-Marie Le Pen, sa fille emploie beaucoup moins de néologismes car ils sont un témoignage du manque de respect de ses adversaires, donc de la démocratie. Doit-on se rappeler des mots sidaïque et sidatorium de Jean-Marie Le Pen en référence aux personnes séropositives? Ces mots inventés rappelant les mots judaïque et crématorium, termes connotant les camps de la mort, ont été usités afin de mieux exclure les séropositifs tout en développant l'antisémitisme. Donc on va voir comment... Voilà, donc on voit comment Jean-Marie Le Pen le gérait, j'en parlais tout à l'heure un peu plus... Voilà, les dog whistles étaient un peu plus explicites. Voyons comment Marine Le Pen s'en sort avec ça. Par ses néologismes, Jean-Marie Le Pen faisait d'une pierre deux coups. L'usage des néologismes en politique est un marqueur. Inutile de préciser que les candidats démocratiques n'en font pas usage. Marine Le Pen, pour sa part, en utilise. Ces néologismes sont moins scandaleux que ceux de son père, mais ils sont tout autant témoins du manque de considération du jeu démocratique. Voulant d'ailleurs échapper au clivage démocratique qu'est le clivage gauche-droite, elle va déclarer à Nantes « Gauche-droite, c'est ne pas cadencer que le mondialisme, l'immigrationnisme et le mercantilisme veulent vous faire adopter. » Certes, le mercantilisme est un mot d'usage courant et représentant un certain courant de pensée, mais la présidente du Front National tente de faire passer sa propre idéologie comme une normalité, en employant dans le même temps et à contrario mondialisme et immigrationnisme, alors que ces mots résument un courant de pensée qui n'existe pas dans les faits. Ces néologismes construisent en réalité un monde imaginaire à partir de références sociaux ou historiques, eux, véridiques. Soviétoïde, pour désigner l'État, rappelant le mot soviète, austéritaire, pour évoquer la politique économique, rappelant le mot austérité, élite européiste, pour parler du personnel politique démocratique en faveur de l'Union européenne, sont autant d'expressions qui, en un seul mot, décrivent une vision du monde tout en émettant dans le même temps un jugement péjoratif. Donc on trouve le côté positif, négatif. Le monde donc binaire, la binarité. Le monde de Marine Le Pen est dangereux et menaçant, d'autant plus menaçant que, selon elle, et comme nous l'avons déjà évoqué, la France est en danger de mort et de disparition. Cependant, ce discours comporte une contradiction. Comment la France pourrait-elle disparaître si nous sommes un si grand pays? Pour réduire cette dissonance cognitive, Marine Le Pen va développer l'idée d'un complot fomenté par les élites au détriment des Français. Trahison des élites, complotisme, les thèmes traditionnels de l'extrême droite sont ici convoqués. Alors attendez, que je regarde un peu ce qui reste, histoire que je ne vous perde pas. On est un peu aux trois quarts, quoi. Donc, allons plus précisément sur la question du complot, qui est précisément notre sujet ce soir. Le complot comme explication du monde. Le complot est utile car il va permettre de rendre crédible un discours qui, lui, ne le serait pas. L'appel au complot est pratique. Il ne se voit pas, il n'a pas besoin d'être prouvé, il ne parle pas par définition car il est secret. Mais cette idée de complot est une vieille idée de l'extrême droite. Afin d'éviter de trop le rappeler dans ses discours, Marine Le Pen ne va pas employer le mot complot, mais elle va le remplacer par le mot système. De surcroît, d'autres candidats, et c'est vrai qu'elle parlait beaucoup du système, je crois qu'elle le fait moins, mais c'est une époque là où 2017 où elle le faisait beaucoup. De surcroît, d'autres candidats ayant aussi recours à ce terme, cela lui permet de banaliser d'autant plus facilement son discours. Par ailleurs, on observe que plus Marine Le Pen se sent en difficulté, plus elle va avoir recours à l'idée de l'existence d'un complot et au mot système, qui devient alors de plus en plus un mot valise. Elle va d'un côté mettre en scène les acteurs du complot, puis dénoncer le système, comme une figure abstraite d'une rhétorique qui se veut anxiogène. Les acteurs du complot sont d'abord les puissances financières, à l'instar de François Hollande qui dénonçait sur le même mode en 2012 la finance comme ennemie. À Nantes, et c'est important de faire ce rappel, de voir comment tout ça ne crée pas du remous qu'à l'extrême droite et ne crée pas du remous qu'à droite. À Nantes, elle déclare « Regardez d'ailleurs avec quel zèle les puissances d'argent prennent désormais ouvertement parti pour M. Macron. » Voilà, le complot. D'autres entités sont également convoquées comme les multinationales, symbole d'un super pouvoir, et les lobbies, sortes de mercenaires sans conviction au service des puissants.
Parce que ce ne sont pas les intérêts des Français qui motivent le système, ce sont d'autres intérêts, les leurs. Ce sont les intérêts des multinationales, des puissances financières. Ce sont les intérêts des lobbies qui s'agitent à Bruxelles. En remettant à la mode les protocoles des sages de Sion, l'antisémitisme en moins, je sais pas si je dirais ça, mais bon. Le mythe est réactivé lorsqu'elle affirme « Ces intérêts-là veulent gouverner le monde ». Parce que l'antisémitisme en moins, elle est quand même dans le discours du financier, etc. Le mondialisme financier, bon. C'est quand même très fortement chargé d'antisémitisme, tout ça. Ces intérêts-là veulent gouverner le monde. C'est le sens d'une économie ultra-mondialisée, totalement dérégulée. Les puissances de l'argent ont donc une volonté de tout contrôler. Pour y parvenir, elles doivent s'organiser et agir sournoisement. Donc voilà, dire que de tout ça, l'antisémitisme est retiré, voilà, moi j'irai pas là-dessus. C'est dans cette logique que le mot « système » va apparaître. Il s'agit d'un mot qui veut à la fois tout dire et ne rien dire. Le système n'existe pas. En revanche, c'est un mot permis, pratique. Il n'explique rien, mais il peut signifier beaucoup pour des personnes qui ne comprennent plus l'époque dans laquelle elles vivent. Le système devient alors porteur de toutes les peurs et donc de toutes les explications. Car le système est puissant. Il amène la France à sa perte. C'est très explicite lorsque Marine Le Pen déclare « Le système veut ainsi que la France continue de s'épuiser à accueillir une immigration jamais contrôlée, jamais tarie, jamais contrainte. » Ou bien encore « L'immigration pour le système n'est pas une option, c'est un dogme. » Oui, l'immigration existe, point. Enfin, c'est même pas un dogme, c'est un fait social. Le système agit, mais il pense aussi. Il a une idéologie. Il est en quelque sorte le représentant de l'anti-France. Le système est le cœur de la mondialisation, il est le cœur de cette modernité dont Marine Le Pen ne veut pas. Rien n'arrêtera le système qui veut toujours plus de mondialisation, donc plus de dérégulation, plus de laisser-aller, de laisser-passer, de laisser-faire. Le système sait se défendre. La leader du Front National va le rendre, sinon humain, du moins bestial, avec l'usage du mot « croc ». Cet anthropomorphisme de second rang permet de créer dans l'imaginaire une sorte de bête du Gévaudan et agir ainsi dans les représentations. Alors devant ces coups de boutoir, le système montre les crocs. Selon Marine Le Pen, le système est mauvais et il représente le mal pour le peuple. Le mot mal rappelle bien sûr le diable quand elle déclare, et évidemment le mot mal rappelle, je disais cette émission-là sur la question des forces du mal, là, émission religieuse, oui. Donc c'est intéressant de retrouver la question de la moralité, mais bon... c'est là qu'on retrouve la question de la catholicité avec la figure du diable. Le système veut ainsi accélérer ce qui va mal, ce qui fait mal, ce qui vous fait mal. Enfin, pour délégitimer les candidats démocratiques que sont messieurs Macron et messieurs Fillon, enfin démocratiques allons-y mollo quand même, elle va réactiver de manière indirecte le mythe de Faust. Pourquoi cet acharnement du système à vouloir se maintenir à travers l'un ou l'autre de ces candidats, peu importe. À travers l'un ou l'autre de ces candidats, permet de penser que ces personnes sont des marionnettes du système, ou pire, des personnes qui, en quelque sorte, ont vendu leur âme au système. Seule explication qui permette de comprendre pourquoi des candidats peuvent le représenter. Comme on l'a vu, le mot « système » constitue un mot valise développant un certain imaginaire. Si nous remplaçons le mot « système » par le mot « juif », on voit comment ce discours peut résonner et comment il peut rappeler de manière indirecte des discours que nous avons entendus durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien ici une tentative de démonisation et de mise en résonance avec certaines haines ancestrales. Mais cette mise en résonance ne se limite pas à l'emploi du mot « système ». Elle peut également exister dans les références citées par Marine Le Pen dans ses discours durant sa dernière campagne présidentielle. Donc, les référents. Voyons voir les référents. Des implicites trop explicites. Souvent,
Lors de discours politiques, le locuteur va énoncer des noms connus, soit pour faire mieux comprendre, soit pour se faire mieux comprendre, soit pour exprimer une idée de manière sous-jacente, soit pour légitimer sa propre personne. Marine Le Pen a coutume de faire appel aux grands hommes pour mieux se développer et pour montrer qu'elle dépasse le clivage gauche-droite sans sectarisme. Il est fréquent qu'elle cite Jean Jaurès et bien sûr le général de Gaulle. Dans d'autres discours, elle va se servir des référents pour développer sans le dire son système idéologique. Ce constat est évident lorsque l'on compare les référents à connotation négative et les référents à connotation positive dans un même discours. C'est le contraste entre les deux qui est signifiant politiquement. Ainsi, à Nantes, elle déclare « Regardez qui soutient Macron, c'est la banque d'affaires Rothschild, c'est Monsieur Drahi, propriétaire de plusieurs télévisions et radios, qui a pu racheter SFR, ce sont messieurs Minck, Attali, Berger, ce dernier possédant un grand journal de déférence. » Au-delà du jeu de mots entre référence et déférence, tous les noms lancés en pâture au public sont des noms de personnes d'origine juive. Donc dire, retirer que l'antisémitisme a été retiré, je ne dirais pas là-dessus, perso. Mais... S'il est avéré qu'Emmanuel Macron a travaillé au sein de la banque Rothschild, il est évident que tous les patrons de presse en France ne sont pas juifs, ni non plus les conseillers d'Emmanuel Macron. Le seul non juif prononcé est celui de la chancelière allemande. L'un et l'autre s'agenouillent devant Madame Merkel. Patronyme juif associé à celui de la représentation de l'étranger, les mythes antisémites sont ici manipulés de manière indirecte. Utilisation du verbe agenouiller devant le parti de l'étranger, soutenu par des possédants juifs. L'ensemble des poncifs de l'extrême droite des années 30 est convoqué pour donner des signes à la partie la plus extrême de son camp, mais aussi aux antisémites dans leur ensemble, au-delà de leur choix politique. A l'inverse, lorsque Marine Le Pen évoque positivement des référents, il s'agit en général de personnalités appartenant à l'histoire de France et à sa culture. Pardon. Même Shakespeare, malgré son œuvre universaliste, demeure pour elle un auteur anglais, donc étranger. C'est sous couvert du général de Gaulle qu'elle le cite. Dans l'avant-propos du Fil de l'épée, ouvrage de Charles de Gaulle, ouvrage où Charles de Gaulle livrait sa conception du chef, elle citait cette phrase de Shakespeare. De Gaulle et Richelieu ont également rencontré un certain succès dans ses discours durant la campagne présidentielle. La monarchie n'a eu de cesse, notamment avec Richelieu, de mettre au pas une aristocratie arrogante, séditieuse et internationaliste. En matière culturelle, Marine Le Pen ne prend pas de risque lorsqu'elle évoque une sorte de France éternelle en mettant en avant les écrivains ayant décrit la société française du temps passé. Balzac, Maupassant, Proust ont également chanté la France de ceux qui ont pignon sur rue, des aventures dans les rues, des aventures dans les queues de boulangerie, des jacassements joyeux autour d'un café brûlant. A noter que Zola n'est jamais cité, connoté trop à gauche et pro-Dreyfusard de surcroît. Effectivement, c'est à noter. Et à noter que l'affaire Dreyfus a amené à la création de la Ligue des droits de l'homme, dont les financements ont été remis en cause par Darmanin, il me semble. C'était Darmanin qui avait dit « On va regarder d'où viennent vos financements, là. On va voir si on ne peut pas vous couper les vivres. » On voit bien que la citation de grands hommes ou de personnages publics n'est pas neutre politiquement. Cela permet au locuteur de décrire de manière sous-entendue sa pensée, sa vision de la France. C'est aussi le cas pour Marine Le Pen qui, sans le dire directement, décrit des concurrents transformés en ennemis ancestraux, sinon mythiques. Conclusion de tout ça. Comme nous avons pu l'analyser, malgré l'effort de dédiabolisation dans la communication et les relations avec la presse, Marine Le Pen reprend dans ses discours les thèmes de l'extrême droite française et une partie de sa rhétorique.
L'analyse de discours nous permet de mieux comprendre comment la leader du Front National utilise les représentations sociales d'une France catholique, réactive réactive et de manière indirecte certains mythes de l'entre-deux-guerres. En réalité, sous couvert d'une certaine modernité et en s'appliquant à critiquer des concepts, et non plus à exclure directement des groupes de personnes, la première impression à l'écoute de ces discours est celle d'une vision idéologique édulcorée de l'extrême droite française actuelle. Cependant, avec une analyse systématique, nous pouvons affirmer qu'il n'en est rien. D'ailleurs, les Français le ressentent bien, car les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle ont montré qu'il n'y avait pas de confiance dans le Front National, tant il hypothèque l'avenir démocratique de la France. Les discours de Marine Le Pen, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, Marine Le Pen, en témoignent. Voilà. Donc c'était un extrait de la revue Qu'est-ce qui nous arrive, donc aperçu psychanalytique du politique. J'ai trouvé ça intéressant que j'avais oublié que c'était issu d'une revue de psychanalyse. J'ai trouvé ça intéressant que ça se voit pas tant que ça. Il n'y a pas tout le vocabulaire psychanalytique n'est pas présent. Donc si jamais la lecture de ce texte vous a intéressé, vous pouvez le retrouver ici même. C'est un texte qui est gratuit, donc vous pouvez vous le télécharger et le lire tranquillement, si ça vous fait plaisir. Donc Les signifiants de Marine Le Pen de Stéphane Vanish, c'était intéressant, franchement c'était intéressant. On se repasse en facecam là, on arrive à la fin du stream. Voilà, l'idée c'était de faire un stream court, de juste regarder la vidéo d'Arcaning Corvo et d'aller sur la question des signifiants de Marine Le Pen. C'était intéressant, il y a des trucs où voilà, j'étais assez dubitatif, mais il y a des trucs où clairement on voit qu'elle va puiser dans l'imaginaire religieux, voilà, et même dans l'imaginaire complotiste. Donc voilà, les signifiants de Marine Le Pen, finalement c'est ceux-là. C'est ceux de l'extrême droite et une manière d'édulcorer l'extrême droite en utilisant les dog whistles, quoi. Dog whistle, je précise, ça veut dire des espèces de clins d'œil, c'est-à-dire une manière d'utiliser des mots qui ont l'air anodins, mais si tu as les bons codes, tu vas comprendre en fait à quoi ça fait référence. Qui sont des trucs qu'adore l'extrême droite, parce qu'ils ont besoin de se développer souvent dans l'ombre. Un peu comme des vampires, ils peuvent pas sortir au soleil, quoi. Donc c'est tout pour aujourd'hui les gens. Hein. C'est la fin du stream en fait. Ça y est, on y est. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Ouais, c'est vraiment comme les vampires, quoi. J'espère que ça vous aura intéressé, n'est-ce pas? C'est commencé, l'émission est commencée. Au début, j'avais pas la ref. Au début, je pensais à le film est commencé de Maurice Lemaître. J'étais ailleurs. Hein. Mais ouais, c'est bon, j'ai la ref. J'ai le fameux Alain Finkielkraut, quoi. Alors. Voilà, bah ouais, c'est tout en fait. Hein. Je vais vous envoyer en raid les gens chez Supplément Shell, chez qui on peut me retrouver souvent. Alors attends, que j'ai bien son blaze. Voilà, qui fait du jeu indé, je pense. Souvent c'est ça. Je vois pas de trucs un peu politiques, machin, un peu dans le genre. Donc je vais pas vous envoyer. Je vais vous envoyer sur du jeu vidéo. Let's go. J'espère que ça vous aura plu. On sera sans doute en live. Alors. La semaine prochaine, ah non, je pourrais pas le vendredi, donc je vais voir si je décale pas le live. En tout cas, le prochain live, je sais pas quand ce sera, mais vous pouvez voilà, activer les notifications sur cette chaîne, ou alors ça demande de suivre un peu assidûment si vous voulez suivre sur Twitter, et je j'annonce pas toujours sur mes autres réseaux, mais je suis pas assez assidu. Donc tant mieux si le stream vous a plu. Le prochain, ensuite on va parler des questions de santé mentale. On va faire un cycle autour des travaux de Léna Dormo sur la question de la santé mentale et sur la question de la psychiatrie, et je pense qu'il y aura plein de trucs trop intéressants. Donc on va notamment lire des articles de Léna Dormo, mais aussi regarder des vidéos pareil, un peu comme on fait à chaque fois là. On mélange un peu les trucs et on voit comment les articles et des vidéos dialoguent entre elles et eux, quoi.
Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Tant mieux si ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour entamer le cycle que j'ai hâte d'entamer. Et puis, ah ouais, j'ai hésité entre vous mettre un truc complotiste ou un truc sur la Kanaki. Ouais, on va terminer par la Kanaki quand même. Hein. Voilà. On n'oublie pas le soutien à la Kanaki. Voilà, je vous mets un petit Kanaki Yes I pour terminer les gens et on se retrouve bientôt. Allez, let's go. Passez de bonjour à Supplément Cell, hein, restez pour le raid. C'est parti les gens. Ouais, faut que je mette la fin du stream. Let's go. Kanaki Yes I, oh, gonna get